Salut Sam, donc c'est le podcast Fight Time, l'épisode numéro 3. On va parler d'un peu du JJB aujourd'hui. Ça va faire du bien. Vas-y, je te laisse dire un peu de quoi on parle. Tout simplement, on va dire un peu le pourquoi, du comment nous avons commencé le jiu-jitsu brésilien. Foued, c'est à la base, c'est un de mes élèves, donc ça va me faire super plaisir parce que comme ça, il va pouvoir dire le pourquoi, son ressenti, qu'est-ce qui l'a amené à ça, etc. Je pense que ça peut être intéressant pour pas mal de gens. Donc voilà, on va un peu vous parler de ça aujourd'hui et aussi pourquoi beaucoup arrêtent le jiu-jitsu brésilien après, souvent en ceinture bleue, voire un peu violette, et pourquoi ils arrêtent complètement. Et il y a très peu qui arrivent à la ceinture noire, je crois que c'est 5%, quelque chose comme ça. Donc voilà un peu les sujets du podcast d'aujourd'hui. Donc vas-y Foued, explique pourquoi. Toi, pourquoi t'as commencé ? On va commencer par toi. Ouais. Toi, t'as commencé à quoi ? 13, 14, 15 ans ? Ça va faire 17 ans maintenant. 17 ans. Donc ouais, ça fait un moment. Ça fait un moment. T'en as dans les jambes. Ah ouais, ça fait un moment. Moi, c'est simple, je pense que comme pratiquement tous ceux de ma génération, j'étais piqué avec la cassette de l'UFC. Ouais. Le premier UFC. Le tout premier. Le tout premier UFC. Je crois que c'est ça qui a tout changé. Tu faisais du foot avant. Ouais, voilà. Ouais. Moi, à l'époque, j'étais à Monaco. Non, à l'époque, j'étais pas encore à Monaco. Je crois que j'étais pas encore parti en centre de formation. Je partais en centre de formation. Je sais plus trop. C'était quand? C'était en 93, le premier UFC. Le tout premier, c'était 93. Ouais, et on a dû le voir en 95, 96 en France, quelque chose comme ça. Ouais. 96. Ouais, je crois que j'étais à Monaco déjà. Ouais, j'étais en centre de formation à Monaco, mais j'avais vu cette vidéo et j'ai vu que j'ai toujours kiffé. T'as vu, notre génération, on a été élevé un peu avec les Bruce Lee, les Van Damme, que ces trucs-là, t'as vu. Donc moi je kiffe. T'as vu tous, ouais, voilà, Rocky à fond carrément. Et voilà, tous ont kiffé un peu les trucs de bagarre. On a tous fait un peu de boxe, un peu de trucs, et puis quand j'ai vu ce mec battre tout le monde, ça m'a fait un tilt, tu vois. Mais vu que j'étais déjà dans une carrière... Tu parles de Royce Gracie, hein. Ouais, de Royce Gracie, ouais. Quand j'ai vu ce pâtissier boulanger, battre tout le monde avec son pyjama pourri, là. Ah non, franchement, c'était un truc de fou. Mais vu que j'étais déjà, tu sais, dans le foot, je pouvais pas faire les deux, en fait, parce que j'étais déjà rémunéré par Monaco. Donc j'étais déjà pris dans un engrenage, donc j'ai lâché l'affaire en fait. Et puis quand ça a fini un peu à la fin par mal se passer à 23 ans, que je suis rentré en France, parce que tous les trucs ça s'est pas fait au dernier moment, donc c'est un peu le destin, mais bon. Et puis il a fallu que tu choisisses. Non, c'est juste que j'étais en France, t'as vu, et je me suis dit, les clubs pro avec lesquels ça devait se faire, ça s'est pas fait au dernier moment pour une raison ou pour une autre, donc je me suis dit, je vais faire un an en amateur, tu vois, mais je voulais pas m'entraîner la semaine. Franchement, le foot, ça commençait un peu à me gaver, il y a rien chaque fois, il y avait toujours un petit truc qui faisait que ça se passait pas. Et à l'époque, il y avait l'équipe de David Giorzetti à Grasse, et François Laferre, Mathieu Fischer qui s'entraînaient là-bas, et moi, je cherchais à fond avec Mehdi Fella, mon pote d'enfance et prof à l'école du Tigre d'Or à Antibes. On cherchait à fond une salle et on était allé dans des cours de jiu-jitsu traditionnel, des trucs tout pourris, enfin pas tout. Je vais pas dire, non, pas tout pourri, mais voilà, quoi. Nous, c'est pas ça qu'on cherchait vraiment. Nous, c'était l'UFC qu'on avait vu, tu vois, dans notre tête, tu vois. C'était très, très brut. C'était pas le jiu-jitsu, quoi. Et puis au final, de fil en aiguille, je suis allé à la salle et voilà. Mais principalement, vraiment le truc qui m'a fait commencer le jiu-jitsu brésilien, c'est le premier UFC qui prouve que ce sport-là peut battre absolument tous les sports. Alors, c'était ça ils avaient fait ça à la base pour prouver que leur sport pouvait battre tous les autres. Exactement. Après, maintenant, pour moi, c'est un sport que j'appelle efficient. C'est-à-dire que ça marche, tu vois. Comme la lutte, ça marche. Comme la boxe anglaise, ça marche. Comme la boxe thaï, ça marche. Après, il y a des trucs... Il y a beaucoup... Le taekwondo, on va pas dire que c'est efficient. Tu vois, bien sûr, tu peux mettre un KO avec les jambes, mais quand t'as les mains en bas, c'est pas la vraie... Non, effectivement, tu ne protèges pas. Exactement.
Donc voilà, moi c'était le premier UFC, ça a tout changé. Et puis après, quand j'ai fait mon premier cours de jiu-jitsu brésilien, j'ai de suite kiffé, quoi. C'était un truc de fou. Je l'ai vu aussi, le premier UFC. J'avais loué la cassette vidéo avec un pote à moi, on faisait du skate à l'époque et on n'avait pas trop compris. On appelait ça combat de russe. Ouais. On était jeunes à l'époque, on n'avait pas trop compris, mais après. J'ai fait la relation quand j'ai découvert le Pride. Donc c'est pas ça en fait toi qui t'a fait. Non, moi j'avais vu l'UFC 1 et l'UFC 2 qu'il y avait au vidéoclub qu'on pouvait louer. Mais j'avais pas trop compris. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi je me rappelle que je savais même pas que ça s'appelait du jiu-jitsu brésilien. À l'époque de la cassette, c'est après que. C'était l'UFC quoi. On savait pas trop ce que c'était. On savait pas ce que c'était. Personne ne savait. C'est la révolution. Et du coup, je suis tombé sur le Pride plus tard, en 2004, alors que la cassette du UFC c'était 96-97, quelque chose comme ça. Et donc 2003-2004, je tombe sur le Pride. Et là, je fais, dans ma tête, ça fait la relation avec la première cassette du UFC et je dis, c'est magnifique ce sport, quoi. Mais c'était quelle époque du Pride? C'était quand Minotaur est dominé et tout? Pride 27. Ah, ça, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est le chef marchand de journaux. Tu t'avais le magazine avec le CD, le DVD. Tu mettais le DVD, tu regardais les combats, tout en japonais et tout avec les commentaires de Bas Rutten. Non, ouais, il me semble que c'était Bas Rutten. Non, je crois qu'ils les avaient traduits en français, non? C'est pas moi, je sais pas. Ouais, c'était traduit en français. C'était traduit en français. C'est après que je me suis. Mais donc c'est quoi? Donc en fait, c'est le Pride qui t'a fait découvrir vraiment le jiu-jitsu brésilien, quoi. Ouais, tout à fait. Le Minotaur, il n'y a pas de secret, il mettait des triangles à tout le monde, il sortait de l'anaconda, il sortait des trucs de fou que personne ne connaissait. C'était un renouveau un peu de Gracie, mais différent. Ah, c'est clair. Après, ils étaient tous chargés, c'était du spectacle. Ah, après, c'était des beaux combats, hein, franchement. Ouais. Mais après, je te rejoins, en plus, je comprends que. Tu sais, au Pride, vu que le premier round, il durait 10 minutes, je pense que ça avantageait beaucoup plus les grappleurs que c'est 3 fois 5 minutes maintenant. Et l'arbitre, il relevait pas comme ça. Pas comme de nos jours. Ouais, exactement. Il laissait travailler. Mais donc, c'est l'époque comment ça s'appelle, Minotaur qui t'a poussé. Mais après ça, 2004, t'as de suite trouvé un club de jiu-jitsu brésilien ou t'as mis encore du temps à pouvoir 2005, j'ai trouvé un club de jiu-jitsu brésilien. C'était au Canet. D'accord. Et avec Cristiano Rodriguez. C'était mon prof de jiu-jitsu, mon tout premier. Okay. Et j'ai fait 1 an. Ouais. J'ai pas passé de ceinture. Il y avait plus de grappling que de jiu-jitsu. Lui, il venait juste d'arriver, il me semble, du Brésil. Ah, ça fait pas très longtemps. Ouais, c'est ça. Et c'était génial parce que je découvrais, quoi. Mais c'était difficile de continuer après parce que l'école a fermé. J'ai pas trouvé d'autre école. D'accord, ok. Après, c'est sûr qu'à cette époque-là, il n'y avait pas des écoles partout et surtout, il y avait peu de gens qui étaient au courant de où il y avait du jiu-jitsu brésilien. C'est sûr. C'était pas simple à trouver. Après, j'ai un parcours pas conventionnel aussi. J'ai repris 10 ans après. J'ai recommencé le jiu-jitsu brésilien en blanche 10 ans après. Donc, c'est pas conventionnel. Donc, après ça, t'as fait en 2005 1 an jusqu'à 2006. Ouais. Et après, t'as arrêté jusqu'en 2016. Ouais, et après, t'es venu t'inscrire chez moi. Voilà, c'est ça. D'accord. J'ai toujours été passionné, toujours à regarder, mais j'ai pas pratiqué et ça m'a frustré. C'est ça qui m'a donné l'envie de reprendre. Ouais, tu m'étonnes. Et bon, là, après, on verra sur l'autre sujet, tout ça et tout. Donc, vous voyez, en fait, et c'est marrant parce que tu vois, maintenant, à notre époque, maintenant, tu vois, les gens, ils commencent le jiu-jitsu brésilien par rapport au frère Mendes, au frère. Aux nouvelles stars de l'heure actuelle, tu vois. Et moi, je trouve que c'est marrant parce que, en fait, nous, on a commencé par rapport à des gens qui faisaient ça pour se battre, en fait, tu vois. Et justement, il y a une question qui m'interpelle souvent, tu vois. On dit que il y a le jiu-jitsu old school et le jiu-jitsu moderne. Mais je pense réellement qu'un jujutsuka old school, bien sûr, il saurait te défendre dans la rue, mais un jujutsuka moderne aussi, normalement. Parce que de toute manière, normalement, tu dois apprendre les bases. Donc, je sais pas ce que t'en penses, toi, un peu de cette question-là de... Bah, t'as les takedowns dans tous les cas, donc forcément, quand on commence debout, si t'arrives à mettre un mec au sol, t'es dans ton domaine après. Puis, franchement, est-ce que vraiment... Est-ce que vraiment un mec, je parle old school, hein, on parle pas des gens qui ont arrêté il y a pas très longtemps, comme Romulo Barral,
qui est encore à un niveau exceptionnel, ou des gens... Non, on parle de old school. Tu penses qu'il tiendrait maintenant contre un mec qui fait avec toutes les nouvelles techniques? Parce que forcément, s'il y a des nouvelles techniques, il faut travailler les défenses, il faut les avoir travaillées. C'est pas juste avec enfin, moi, c'est ce que je pense. Je pense que maintenant, franchement, avec le recul, j'ai pas bien sûr, les superstars comme Marcelo Garcia, Jacare, Roger, je pense qu'ils reviennent quand ils veulent et ils gagnent quand ils veulent. Comme Rodolfo Vieira, il est revenu, il a combattu il y a pas longtemps, là, il a battu un bon en plus, il a battu. Je sais plus c'est qui c'est dans le niveau de défense, il me semble, ça. C'est Après, même si tu connais pas forcément la technique, si tu sais vraiment défendre, et ces gars-là, ils savent vraiment défendre, ils sont à un niveau où ils sont peut-être... Mais tu penses que le jiu-jitsu... intouchable. Non, mais tu vois, souvent on dit, des fois les mecs qui sont là, et il y avait un débat la dernière fois, je sais plus quoi, et il disait... Non, c'était Tom DeBlas, voilà, Tom DeBlas, qui est une figure un peu connue du jiu-jitsu brésilien aux États-Unis, tout ça et tout, qui disait qu'en fait, faut que les mecs old school, ils arrêtent de dire que le jiu-jitsu moderne, c'est pourri, parce qu'ils tiendraient pas 5 minutes contre un mec qui fait du jiu-jitsu moderne. Ouais. Et je pense que réellement il a pas tort, parce que forcément on parle pas des berimbolo tout ça et tout, mais il y a plein de techniques maintenant qui peut-être il y avait pas à l'époque, et que si tu y travailles pas, tu sais pas ce qui se passe vraiment. Quand on parle des clés de cheville, déjà les clés de cheville, ça a révolutionné le game. Ça a tout changé quand on met quelqu'un d'il y a... Bon, après, il y en a déjà qui maîtrisaient déjà ça à l'époque, hein. On en a vu des tonnes au Pride, hein, Le seul truc, c'est qu'en kimono, maintenant, après, ça a été interdit. À une époque, avant, il y avait les droits, mais après, ça a été interdit. C'est un peu dommage, d'ailleurs, je trouve, parce que ça enlève de l'efficacité, en fait, au sport en lui-même. Après, d'un côté, c'est bien, parce qu'il y a moins de blessés aussi, peut-être. Mais bon. Dans le grappling, je pense on a toujours ça. Ouais, mais même, je pense qu'en noir, tu vois, c'est un truc qu'ils devraient mettre, parce que moi, je considère qu'en ceinture noire, tu sais ce que tu fais, quoi, et t'assumes ce que tu vois, si tu t'as choisi de pas taper, c'est que... Mais c'est vrai que, par exemple, voilà, c'est exactement ça. Maintenant, il y a un jiu-jitsu qui s'est développé autour des clés de cheville, tout ça, et des clés de genoux, etc., tout un nouveau jeu, en fait. Donc c'est du jiu-jitsu moderne, parce que même si c'est du grappling, pour moi, c'est du jiu-jitsu grappling, pour moi, c'est la même chose, en fait, tu vois ce que je veux dire. Mais tu dois t'adapter. Si tu connais pas, regarde, même les stars comme Leandro Rollo, ils vont perdre contre, comment ça s'appelle, Greg Jones. Ouais. Allez. Parce que à la fin, il avait tellement peur des clés de cheville que l'autre, il a réussi à lui prendre le dos grâce à ça. C'est d'ailleurs ce qu'il disait dans un reportage, Greg Jones. Et voilà, toi, t'en penses quoi, toi tu penses que moi, je trouve que c'est un peu, voilà, c'est ça, je trouve qu'un peu, à un moment, faut remettre les choses à leur place. Les bases, c'est important. Mais maintenant, le jiu-jitsu de maintenant est beaucoup plus développé que le jiu-jitsu de quand j'ai commencé le jiu-jitsu. Bah, il y avait la dispute entre Minotaur et Mangalesh, il me semble, Vinny Mangalesh, qui disait justement que son jiu-jitsu était trop basique. Il disait ça de Minotaur ? Ouais. Après, d'un côté, il faut savoir que Minotaur, il a jamais... je crois pas qu'il... Peut-être il a fait champion du monde en violet. Peut-être, et encore, je sais pas, mais il a jamais fait champion du monde en ceinture noire. Il disait qu'il disait pas ça pour lui manquer de respect. C'était juste que son jiu-jitsu est basé sur les fondamentaux, et ça te permet pas d'aller vers les techniques qui sont plus folles, on va dire. Ouais, je suis un peu d'accord avec Vinny, même si c'est pas quelqu'un mais je suis un peu d'accord avec lui, et franchement, je pense que Vinny, il battrait Minotaur en combat de grappling. Ça serait beau à voir, mais je doute qu'il le fasse un jour. Après, le truc, je pense, là où Minotaur, il a mal pris, c'est qu'en fait, d'un côté, tu peux pas dire que le jiu-jitsu de Minotaur, il soit inefficace, parce qu'il a prouvé, il a finalisé tellement de mecs en vrai combat avec des coups de poing, tu vois, donc il y a des trucs que tu peux pas faire avec des coups de poing, en jiu-jitsu moderne, ça c'est sûr. Mais je trouve que les mecs sont quand même beaucoup plus forts maintenant qu'à mon époque. Quand je vois les enfants, quand je vois les ceintures bleues, les ceintures blanches maintenant, ce qu'ils font. Un truc de fou. Tu peux pas dire que non, les mecs sont super forts. Ils sont super forts. Ben voilà, mon Fouad. On disait pourquoi ils arrêtent. Pourquoi les gens arrêtent la plupart du temps à la bleue. Toi, t'en penses quoi, toi ? Il y a beaucoup de facteurs. Hein. Ça peut être, comme on a dit, le financier. La plupart du temps parce qu'il faut payer le club, etc. Il faut payer les déplacements. Et puis, il y en a, ils ont les enfants, le temps.
Et après, ça dépend du niveau de passion. Hein. C'est ça, il n'y a pas de secret. Hein. Si tu es vraiment passionné, tu trouves le temps, tu trouves l'argent et tu le fais. Alors moi, par rapport à l'expérience que j'ai eue, après, voilà, c'est pas... Mais je suis un peu d'accord avec toi, hein, surtout. Hein, je pense que déjà, beaucoup de gens arrêtent le jiu-jitsu brésilien parce que c'est pas un sport facile. Ouais, déjà à la base. Ouais, physiquement, c'est dur, mais... Mais même techniquement, il y a des choses qu'on t'apprend et tu mets du temps à réussir à les faire en combat réel. Ouais, t'as l'impression que c'est inefficace et en fait, non. Mais c'est pas un sport facile à apprendre, en fait. En anglaise, en boxe anglaise, au bout de 2 ans, t'avais déjà vu tes progrès. Ouais. En jiu-jitsu, t'as du mal à les voir, surtout s'il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas des nouveaux qui arrivent, t'as du mal un peu à voir que t'as progressé parce que tout le monde progresse en même temps. Donc t'as l'impression pas. Ouais. Donc je pense que déjà, il y a ce gros facteur. Problème de régularité, ouais. Si t'es pas régulier, tu progresses pas, quoi. Après, je pense qu'il y a un facteur, comme t'as dit, qui est l'âge, du fait que maintenant, ça commence à aller de plus en plus jeune, mais ceux de ma génération, on a souvent attaqué le jiu-jitsu brésilien très tard. Ouais, c'est donc, sûr. Forcément, quand t'es violette, t'as 4-5 ans de jiu-jitsu. Si t'as attaqué vers 25 ans, t'as 30 ans, c'est le moment où t'as un peu des enfants, des trucs, tu commences à fonder une vie. Mais t'es encore bien physiquement à cet âge-là. Ouais, mais des fois, ta femme te bloque un peu. Et... j'ai commencé à 33. Hein. Ouais, non, mais c'est le fait, tu vois, de comment ça s'appelle, du changement de ta vie, en fait, parce qu'on attaque tard, forcément, tu vois. Je veux dire, je vois les élèves, par exemple Max, tu vois, qu'on connaît tous les deux. Ouais. Il a eu un enfant, forcément, il peut un peu moins venir. Notre ami pompier. Ouais, bien sûr. Big up. Et donc voilà, il y a ça qui, je pense. Après, je pense pas que financièrement, ça soit vraiment ça. Bien sûr, c'est pas facile de payer une licence, mais on dépense de l'argent dans plein de choses qui sont tellement inutiles que si tu veux vraiment. Ce que j'ai dit, le niveau de passion, voilà. C'est si t'aimes ça, tu trouves ce qu'il faut. Et après, je pense aussi qu'il faut croire en... Moi, on m'a toujours dit que le jiu-jitsu brésilien, t'en vis pas. Bah, je vais pas dire que j'en vis à l'heure actuelle, mais je rentre un peu... Il y en a beaucoup qui font ça pour savoir se défendre et ils estiment qu'à la bleue, ils savent à peu près se défendre, ils se disent c'est bon, je peux m'arrêter là, je suis bien. La plupart des mecs dans la rue, ils savent pas ce qu'une blanche c'est, donc je suis bleu, ça va, je pourrais m'en sortir. Parce qu'il y en a beaucoup qui commencent pour ça, pour avoir un peu d'assurance. Bien sûr, et je pense que ça t'en amène beaucoup. Après, comme je te dis, pour moi, le jiu-jitsu brésilien, c'est une chose, par exemple, si tu fais 2 ans de lutte et 2 ans de jiu-jitsu brésilien, je pense que le lutteur, il sera plus fort que le mec qui fait le jiu-jitsu brésilien. Par contre, je pense qu'une ceinture noire, elle va battre un lutteur qui est très fort. Ouais. En grappling, hein, je parle. Après, quand il y a les coups de poing, c'est encore autre chose. Ouais. Si le round il est plus long, si l'arbitre laisse le travail au sol, comme on l'a dit, tout ça et tout. Mais voilà, je pense que à partir de violette, marron, pour moi, tu commences à avoir un vrai niveau et tu commences à pouvoir vraiment réellement te défendre et être je suis d'accord. Efficace contre des gens qui peuvent être même plus forts que toi physiquement. Tu vois, là, oui. Avant, en bleu, faut faire quand même attention. Oui, mais t'es d'accord que quand t'arrives bleu, t'as quand même beaucoup d'assurance, quoi. Tu te dis, ça va. Ah oui, mais comparé à quelqu'un de lambda, oui, c'est ça. T'es entraîné quand même, Après, je pense que, après, il y a Moi, par exemple, je sais pas toi, mais il y a les horaires aussi d'entraînement. Ouais, c'est très difficile de tout cadrer, ouais. Avec le temps, là, rentrer chez moi à 22h30, là... Tout est éteint. C'est dur. Pas un bruit. C'est dur. T'as ton plateau repas avec un mot. Franchement, ça me fait chier, moi. Moi, je sais que des fois, ça, c'est un peu chiant, quoi, parce que forcément, voilà, t'as envie de rentrer dans ta femme. Apprécier la vie de monsieur tout le monde. Tes enfants, tes trucs. Donc, forcément. Et puis après, il y a un facteur aussi qu'on n'a pas parlé, je pense qu'il y a les femmes. Ouais. Ça prend du temps. Et puis même, comme il dit Kurt... La dernière fois, je regardais un reportage de Kurt Sander, là, tu vois qui c'est ? Non. Kurt Sander, oui, Sander. Excusez-moi pour le nom.
c'est un mec qui fait, tu regarderas sur YouTube et tout, et il est vachement connu dans le monde du jiu-jitsu brésilien et tout. Et il disait les mecs qui viennent, ils sont gros, ils sont dépressifs, ils se font chier dans leur vie, ils font du jiu-jitsu brésilien, ils perdent du poids, ils commencent à mieux manger, ils commencent à se sentir, ils commencent à avoir des plus belles filles avec eux, ils sortent avec la fille. Et là, ils arrêtent le jiu-jitsu brésilien, ils rompent avec la fille, ils ont grossi, ils ont rompu et ils reviennent. Oui. Voilà, je pense que des fois, c'est ça. Je pense qu'en fait, quand t'es avec quelqu'un, elle doit accepter ta passion et pas t'empêcher de la pratiquer, en fait. Je pense réellement ça. Ouais. C'est comme si, par exemple, t'es avec une femme, elle est passionnée de piano, tu vas pas l'empêcher de jouer du piano. Non, c'est sûr. Faut la faire évoluer. Faut lui faire son kiff. Si elle veut devenir une superstar, tu vas pas l'empêcher de... Même si c'est pas forcément facile pour toi, tu vois, mais... Ouais, c'est pas évident à tout caler, mais... Il faut faire des concessions, c'est ça. Ouais. Des deux côtés. Je pense que, en gros, tu as... Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre aussi? Le manque de temps. Ça, c'est un peu une excuse bidon parce que tu as le temps pour tout. Ouais, c'est sûr. Tu trouves du temps pour tout si tu veux vraiment. Il y en a, ils vont courir à 5h du matin avant d'aller travailler, quoi. Donc, c'est juste de la volonté après. Ouais. Et après, je pense aussi qu'il faut y croire. Je pense que le jiu-jitsu, ça va continuer à évoluer et que les prochaines générations, peut-être, elles ont, comme je vois là sur Paris, il y en a, ils sont complètement sponsorisés, quoi. Ils font que ça. Ils gagnent un peu d'argent même avec ça, tout ça et tout. Ouais, ça va vite après. Donc voilà, faut quand même rêver et croire en sa passion et croire qu'un jour, bien sûr, pourquoi tu pourrais ne pas vivre? En fait, je pense que des fois, on se met trop de barrières aussi, tu vois. Parce que forcément, ça c'est aussi une chose pourquoi une des causes qui fait que les gens s'arrêtent de faire du jiu-jitsu brésilien, c'est que au bout, il n'y a pas de rémunération en fait. C'est que de la dépense pendant les débuts tant que tu trouves pas de sponsor et tout. Après, moi j'ai de la chance, j'ai des sponsors, j'ai pu partir au Brésil. Rien que pour se déplacer pour aller aux compètes, ça te coûte une fortune. Voilà, tu vois, donc tu dois payer l'hôtel. Exactement. Ben, moi, pour te donner un exemple de quelqu'un que j'ai vu et qui a réalisé ses rêves, c'est Yann Cabral. Yann Cabral, je te parle de ça, j'étais ceinture bleue, il y a 14 ans, 15 ans, 14-15 ans, 14 ans. Yann, il est en galère d'argent pour en fait prendre son billet. Je sais plus si c'est pour l'ADCC. Ouais, c'est ça, il est en galère pour prendre son billet. Il s'est inscrit à l'ADCC, mais il est en galère pour prendre son billet pour aller faire l'ADCC pour se qualifier en fait. D'accord. Et ben le mec il est venu avec nous, on est parti à une compétition à Turin, on était 5 dans la voiture, 2 voitures avec 5 dans chaque voiture. On a dormi chez mon pote Jean-Marc, je me rappelle j'étais avec Michel Salvador et tout. On a dormi chez mon pote Jean-Marc, on est arrivé, la maison en fait était inhabitée, elle était habitée par ses parents ou ses grands-parents, je sais plus, mais c'est la moitié de l'année. Donc là on arrivait, donc ça faisait 3 mois que personne n'avait rien ouvert. On est rentré, il y avait des draps, tu sais comme les maisons hantées, des draps, des trucs. Le mec, on a dormi par terre, c'est avec vraiment à la route. À l'époque c'était route quoi. Et on s'est levé le matin, le truc, il a gagné là-bas, il a gagné l'argent pour son truc, il a parti à la DCC, il a gagné son ticket pour faire la DCC, je sais plus c'était où. Bravo. Tu vois ce que je veux dire? Et le mec regarde Yann, il est arrivé en France, il avait rien du tout. Maintenant, il a une superbe académie à Barcelone, tu vois. Moi, j'ai été. C'est un truc à la Venom Camp, tu vois, il y a le ring, il y a une aire de tatami, il y a une cage, il y a des appareils de muscu, de tout, c'est un complexe de malade qu'il a fait. C'est un truc, tu vois ce que je veux dire? Bravo. Et le mec est parti de rien. C'est ça, il n'y a pas de secret, il faut. Si tu as envie et que... Si t'es passionné et que c'est ce que t'as envie de faire, pourquoi tu t'empêches de le faire? Alors c'est sûr que des fois ça va pas être facile, des fois tu vas galérer, comme Yann il a galéré pendant peut-être 5-10 ans, tu vois. Mais à la fin il a fait combattu à l'UFC, il a ses trucs, il avait rien du tout. On était en galère à cette époque-là, c'était la galère pour faire... Tu vois, donc moi je pense que c'est ça. Si vraiment t'es passionné et que tu veux vivre de ça, te pose pas de questions, fais les choses qui font faire en sorte que tu puisses en vivre et crois en toi, quoi. Voilà.
T'as Bien quelque chose dit. d'autre à dire? Bien dit. Yes. Voilà. Nickel. Bon, bah écoutez, j'espère que ce podcast il vous a plu. Vous pouvez laisser des commentaires hein, ou des pour d'autres sujets que vous aimeriez qu'on aborde avec Fouad. Yes. Donc voilà, et laissez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. C'est cool. Podcast numéro 3, Fight Time. À plus. À bientôt. Peace. Peace.